Vous êtes sur les antennes de CW TV, chers internautes, bonjour. Bienvenue sur votre émission Temps de convaincre. Temps de convaincre, c'est 1 heure pour convaincre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre invité qui est M. Aké Farès, qui est consultant géopolitique, en même temps le PDG du groupe CW TV. Je ne serai pas seul dans ce plateau car je suis accompagné du grand journaliste consultant, M. Pamodi Sow. Monsieur Sow, bonjour. Bonjour, permettez-moi aussi d'insister sur la présentation. D'abord, nous saluons nos téléspectateurs et nos téléauditeurs, parce que nous diffusions en duplex, radio-télévision. Monsieur Aké est non seulement un analyste, mais un géopoliticien, il est un journaliste de formation. C'est un cadre industriel et un homme politique hors pair, puisque président du Parti de l'Espoir et du Progrès, un panafricaniste qui a vu de nombreux changements s'opérer en Afrique depuis les indépendances des années 1960. Monsieur Farès, bonjour. Mademoiselle, monsieur et chers téléspectateurs, je vous souhaite un grand bonjour et je suis heureux d'être ici ce soir pour essayer de répondre aux questions de mes deux confrères, parce que je me soutiens en tant que journaliste à mes deux confrères. Voulez-vous vous présenter d'abord, M. Aké? Oh, vous savez, j'ai eu un parcours un peu atypique. Disons que j'ai fait maintes métiers dans ma vie pour pouvoir subsister et nourrir mes frères et sœurs. Et je suis revenu à mes études, j'avais 22 ans, 20 ans. Et disons que je suis monté un peu, j'ai gravi les échelles de la pensée et de la réflexion, un peu au contact des autres journalistes à qui j'ai imprimé les journaux. Et donc j'ai eu le virus du journalisme, de la politique. Je suis contemporain des Mamles Dia, des Babacar Touré, paix à son âme, Mamles Dia, paix à son âme, et ainsi de suite, les grands qui nous ont devancés. À tel niveau que même ma salle de rédaction, je l'avais appelée la salle Mamles Dia, et j'étais à la zone B. Mais néanmoins, j'ai eu un journal pendant 15 ans, 13 ans exactement, où nous avons essayé de disséquer autant soit peu l'actualité politique et économique de notre pays, ainsi que l'actualité politique étrangère et surtout africaine. Donc j'ai eu ce virus-là et ça me prend jusqu'à présent. C'est ce qui fait que les gens me disent mais comment ça se fait, au lieu de te reposer un peu, tu montes une télé. Je dis ça a été un fantasme. La télé, je l'avais depuis dans ma tête que j'étais tout gamin, et à l'époque de Senghor, et quand j'ai dit que je voulais faire une télévision, on dirait que j'ai commis un crime de lèse-majesté. Heureusement que les temps aujourd'hui ont changé avec la libéralisation et la démocratisation de l'outil informatique, de la télévision et ainsi de suite. En tout cas, je fais de la politique. Je suis un ancien du PS. Voilà. Je suis un ancien du PS, j'ai quitté le PS. C'était lors du débat sur le congrès sans débat, et j'avais tenu une position antagoniste à la position ambiante de la direction du parti. Je disais que nous ne pouvons pas construire un parti comme nous construisons un mur en briques. L'être humain, il se meurt, il réfléchit, il mange, il a des aspirations. Et il est nécessaire d'avoir à l'intérieur du parti une réflexion qui est divergente dans la forme, mais convergente dans le fond. C'est la base de la démocratie, elle est là. C'est le respect de l'opinion de l'autre, tout en n'étant pas en contradiction avec les principes fondamentaux et fondateurs du parti. Justement, à propos de cette approche très dialectique, très variée, donc vous êtes aussi sorti de cette grande école des dialecticiens, au début des indépendances, et bien avant, quel rêve portaient les panafricanistes? Je pense que ce rêve-là, il était en nous bien avant peut-être les indépendances, et je pense qu'en 62 ou 63, je m'en souviens plus, 63 je pense, quand on a créé l'OUA, c'est les dirigeants fondateurs de la pensée, ces grands messieurs, les Nasser, les Clément et les Sélassié et tous ces gens-là, étaient porteurs des espérances, et non pas seulement de la pensée, mais de l'espérance de la jeunesse qui arrivait. Et ça a été créé.
Et je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, nous avons eu beaucoup de variables. Parce que nous avons eu des variables dues à des écoles de pensée. Nous avons eu les marxistes, nous avons eu les communistes, nous avons eu les socialistes à vocation communiste, nous avons eu... Les gens se cachaient parce qu'ils ne voulaient même pas se dire qu'ils étaient des libéraux. Et il y a eu beaucoup de choses. En fait, ça a été un amalgame. C'est plutôt un masque, un maquillage qui a servi à s'emparer du pouvoir pour pouvoir dominer et rester au pouvoir. Voilà l'échec que nous avons reçu. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on a pensé que l'indépendance, elle était politique. L'indépendance n'est pas politique. L'indépendance, elle est économique. En Afrique, et particulièrement dans nos pays, dans tous les pays du monde, c'est l'inverse. Ailleurs, c'est l'économie tient le politique. Mais chez nous, c'est le politique qui tient l'économie. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, quand on nous a rentré dans un système où, je crois que c'est le discours de la bolle de Mitterrand, où il a imposé la démocratie à des dictateurs en Afrique. Et on a vu ces dictateurs marxistes ou pseudo-marxistes ou communistes qui se sont mués du jour au lendemain en démocrates. Mais on ne peut pas se muer du jour au lendemain en démocrate. Et que même si le haut était démocrate, le haut de la pyramide était démocrate, si, j'ai bien dit S, avec grand S, est-ce que la base a suivi? Est-ce qu'il y a eu une amélioration dans la base? Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout, c'est pas autre chose. 25 mai 1963, création de l'OUA, qui est l'organisation de l'Union africaine. Aujourd'hui, on est le 25 mai 2021. 58 ans déjà. C'est l'âge adulte après les indépendances. L'Afrique semble s'incliner toujours dans la pauvreté et la malgouvernance. Comment y faire face? Ben, vous savez, j'ai une partie de moi-même, elle est africaine, je suis de culture nègre, au vrai sens de la culture, et je m'en valorise. Et une autre culture, j'ai une culture un peu arabe par l'éducation de mes parents. Et je ne m'empêche pas de faire un parallèle entre la Ligue arabe et l'OUA. C'est des problèmes qu'on n'en finit jamais, des problèmes de personnes, des problèmes de domination des uns sur les autres. Et c'est le même cas. Aujourd'hui, partout dans tous ces pays-là, la pauvreté, on n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle est pauvre de penseurs. Elle est pauvre de ces gens qui se sont prétendus intellectuels pour gérer les masses. On a été embourbés, aiguillonnés, soi-disant, par les lumières de ces grands qui étaient là et qui étaient en fait imposés, qui servaient le lobby et les dictats des grandes puissances à cause de leurs intérêts. Et les gens ont suivi parce que, vous savez, les rapports de force, quand on parle de rapports de force, mais les rapports de force s'inscrivent partout quand vous parlez de démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est un rapport de force entre une majorité et une minorité. La majorité impose à la minorité ses désirata. Et l'Afrique a été fourvoyée. Et sincèrement, j'écris et je regarde comme un spectateur. Je ne suis pas donneur de leçons, mais ça me fait mal quand je vois mes écrits que je suis en train de sortir pour les publier. Ce que j'ai écrit à 20 ans, il y a 30 ans, et je regarde autour de moi, j'ai mal au cœur. J'ai dit, où est le changement? Où est le changement? On rafistole, on met de la pommade. Heureusement, encore au Sénégal, il y a eu quelque chose qui a commencé à bouger. C'est le développement des infrastructures et ainsi de suite. C'est un désenclavement des régions et ça. Mais dans les autres pays, qu'est-ce qu'on a? Des pays pétroliers, la rente pétrolière est utilisée à des profits personnels et non pas au profit des masses. Bon, justement, on va rebondir sur le profit. Le chantier, vous avez aussi critiqué les contrats néoliens, qui est préférentiel, qui ne favorise pas le développement de l'Afrique. Quand on tient compte du potentiel de l'Afrique, 30% des réserves minières du monde, donc 40% des réserves d'or et 60% de cobalt, pourquoi et même 90% de plantines, des réserves mondiales. Mobilden et tout ce qui s'ensuit, les plantes rares. Pourquoi alors ne sait-on pas profiter de ces énormes richesses? Je ne parle pas du soleil, de l'eau. Vous en avez fait un programme. Le problème est très simple, à mon avis. Hein. Quand vous prenez un pays africain aujourd'hui, je m'en excuse, hein, on dit que taux de progression 6,1, 6,8, 7%, ainsi de suite, indice Banque mondiale. Mais attendez, mais la richesse, elle profite à qui? Elle profite à qui la richesse, premièrement? Est-ce qu'il y a richesse? Quand il y a richesse, c'est-à-dire ça nous appartient. Est-ce qu'il y a richesse?
Aujourd'hui, je pense que là où on s'est fourvoyé, c'est-à-dire on s'est trompé magistralement, et maintenant on pose. J'avais dit dans une conférence il y a quelques années de ça que j'ai dit que Dieu nous préserve du malheur, de la malédiction du pétrole. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de pays. Regardez, je vous parle, le Gabon, le Congo-Brazza. Ils ont du pétrole depuis combien d'années? Et regardez la zone UDAC. Elle est en faillite. Ils ont voulu la faire dévaluer parce que c'est la mauvaise gestion des ressources. Premièrement, est-ce que le pétrole ou le cobalt ou l'or, il y a une juste redistribution au niveau des populations? Est-ce que le niveau de vie des populations a augmenté? Quand on dit qu'on a un taux d'augmentation de profit de 6-7%, mais à qui ça revient? Mais est-ce que c'est l'outil de travail qui a généré cela, ou bien est-ce que ce sont nos ressources minières? Le problème, il est là. Est-ce que c'est... Mais attends, on vient aujourd'hui, moi je suis un pauvre gars, c'est comme dans les pays arabes. C'était une balme, quoi. Bon, bref, on sort le pétrole. Des masses monétaires fantastiques, inimaginables. Est-ce qu'ils l'ont travaillé? Mais il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas de travail. C'est une ressource qui est là et on exploite la ressource. Après, c'est tout. Mais en Afrique, les grands lobbies pétroliers font la même chose, mais par contre, quand les pays arabes ont découvert le pétrole il y a 50 ans, il y a 60 ans, mais aujourd'hui, nous, on a nos cadres qui ont été dans les universités, qui ont été à l'école des droits, qui peuvent négocier un contrat. Vous prenez aujourd'hui, par exemple, le contrat de l'Angola avec une société de gaz. Ils ont fait une usine de gaz liquide. Mais ils ont négocié à 5 $. Aujourd'hui, ils vendent sur la Chine à 50 $. Jusqu'en 2025, l'Angola s'est fait avoir. Il n'y a pas eu une cause de revisiter les contrats. Donc, ils sont liés par un contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu un bradage, à mon avis, il y a eu un bradage au détriment de nos populations. Moi, j'aurais axé non pas sur le pétrole ou l'or, c'est un surplus. J'aurais axé beaucoup plus sur le développement de la personne, de l'individu. C'est-à-dire ce que nous avons le plus, c'est des terres et nous avons de l'eau. Donc j'aurais mis en place des politiques idoines pour un développement au niveau des régions sur un potentiel agraire qui puisse à ce moment-là aboutir au départ sur la satisfaction des besoins primaires. Et deuxièmement, une plus-value. Une plus-value, comment? C'est que quand on a satisfait le ventre, il faut qu'on satisfasse la matière. Donc, des petites infrastructures pour d'abord transformer les produits et après les grosses infrastructures. Mais au moins, les gens, ils auront ce qu'on a toujours préconisé, la satisfaction des besoins primaires. Même aujourd'hui, avec la rente pétrolière, est-ce que nos populations en bénéficient? Voilà, je n'ai pas dit faire des routes seulement, je prends le cas du Sénégal. Notre pays, moi je pense que Macky Sall est un peu avant-gardiste dans l'édification des BTP. Et il a mis l'accent sur l'édification des routes, des enclavés, ainsi de suite. C'est très bien. Mais il faut aller sur un deuxième plan, c'est le plan agraire. Justement, à propos des routes, il vous avait dit lors d'une rencontre qu'il allait réaliser la route Kaffrine-Ganda. Elle sera inaugurée très bientôt dans sa tournée économique. Oui. Qu'est-ce que vous lui dites à propos? Parce que Ganda, c'est votre commune aussi. Lors de la dernière fois qu'on s'est vu avec le président lors d'une réunion, on était conviés, les partis politiques apparentés à Ben Bokko Yakaar, non alignés, et je lui ai fait des petites réflexions. Et il m'a dit que vous pouvez dire aux populations que je vais amener la route, l'État du Sénégal va amener la route jusqu'à Ganda. Et dites-leur de ma part. Ben, j'ai fait la commission et je suis très heureux aujourd'hui que la route est arrivée à Ganda, qu'il va l'inaugurer parce que c'est notre bassin, c'est là où nous avons remporté des brillantes victoires aux élections municipales, les dernières élections municipales. Mais je dis, il faudrait... Vous savez le problème qui se pose au Sénégal, c'est que nous avons 15 millions d'habitants, nous avons 15 millions de chefs d'État, nous avons 15 millions d'économistes, nous avons 15 millions de philosophes, nous avons 15 millions... C'est vrai, c'est-à-dire que nous avons une liberté d'expression. Mais il faudrait rendre à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Le Macky Sall fait du boulot, il travaille, c'est vrai, je ne suis pas là pour vanter ses mérites, mais je le prends en exemple par rapport à certains pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Il a désenclavé, regardez la route Dakar-Touba. Combien de territoires il a désenclavé? Aujourd'hui, on assiste à des productions maraîchères, à d'autres productions qui sont là-bas. La base du développement, ce n'est pas l'État. La base du développement, c'est les populations.
Il faudrait quand on dit indépendance, c'est pas indépendance Sénégal, un hymne national, un drapeau. La réflexion doit être indépendante. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les conditions de vie des populations? Voilà. Justement, avant que vous ne relanciez Oumy, c'est justement pour rappeler les coûts, les facteurs, les coûts de ces infrastructures, qui sont souvent dénoncés. Et c'est pourquoi vous avez peut-être raison de dire qu'il faut prévoir des clauses pour revenir quand on se rend compte qu'on est surexploité parce que les coûts ont été surdimensionnés. Vous savez, il y a des choses, moi je suis un pragmatique. J'aime pas trop rentrer, bien que je n'aime pas trop rentrer dans des débats à ras de terre qui ne reflètent pas la réalité. Nous avons un sentiment national, une espèce de patriotisme maquillé, je dis maquillé, exacerbé. Moi, si j'ai un procès aujourd'hui, quelqu'un me porte plainte, on me dit tu vas au tribunal, on m'assigne au tribunal, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller voir un avocat. Et l'avocat va aller au tribunal plaider ma cause. Mais nous, quand on a des contrats, au lieu de demander à des grandes sociétés comme Centurion, comme ça, ces grandes sociétés, c'est des juristes internationaux, droit international, qui connaissent le droit des affaires, qui connaissent qu'est-ce que ça coûte, nous, ministres, présidents, ou je ne sais pas quoi, de confier ces dossiers et qu'eux défrichent le terrain et en nous expliquant, voilà, il y aura ça, il y a ça, on peut ça, après c'est tout, il n'y a pas de honte. On n'avait pas les techniciens pour ça. On n'avait pas les gens des spécialités pour ça. Mais maintenant, on peut s'adosser à ces cabinets qui ne prennent pas la décision. C'est nous qui prenons la décision, qui défrichent le terrain et nous expliquent, voilà, les méandres. C'est tout. Monsieur Aké, je vais rester un tout petit peu sur le développement parce que de nos jours, il me semble... Vous aimez ça, vous voulez rester là-bas? Allez-y. Je vais rebondir sur le développement donc. Parce qu'il me semble que de nos jours, nous avons 3 types de développement. Nous avons le Maghreb qui est l'Afrique du Nord, nous avons aussi l'Afrique du Sud et l'Afrique centrale et de même que l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir un plan unique de développement comme le fameux plan NEPAD et le plan de Lagos dont on ne parle plus? C'est une question que vous me posez? Oui. Je vais vous rétorquer par une boutade. Dieu a envoyé Jésus-Christ, paix et salut du Seigneur soit sur lui, pour une vérité universelle. Où il a fini? Sur la croix. Oui. Mohammed, quand il a commencé, paix et salut du Seigneur soit lui, il a fini où? Chassé de Mecque, à Médine, des guerres et ainsi de suite. Vous savez, la pensée de l'être humain, elle n'est pas universelle. Quand on dit que nous avons des pensées universelles, nous n'avons pas de pensée universelle. Il y a des zones. Aujourd'hui, je ne peux pas dire comment au Sénégal, je peux avoir le même développement que le Nigeria. Le Nigeria, son développement est basé sur quoi? Sur ses ressources pétrolières. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. OK? C'est pas pareil. Chaque unité, si vous me permettez de parler comme ça, chaque État a une estimation globale de ses territoires, de son sol. Il sait ce qu'il y a dans le sol et sait ce qu'il va faire. À ce moment-là, c'est lui-même qui initie le démarrage de son développement. Oui. Bon, dans ce cas, on dirait que nous n'avons pas les mêmes intérêts parce que nous n'avons pas les mêmes moyens. Donc, est-ce qu'on peut espérer un jour un État d'Afrique Union? Nous avons les mêmes intérêts. Nous avons les mêmes intérêts. C'est le bien-être des populations. C'est faire une fusion sur quelqu'un qui a faim, c'est toujours des histoires. On a vu toutes les histoires des pays du Maghreb et du Moyen-Orient, comme nous sommes les phases qu'on dit, patriotisme, ainsi de suite. Ça a terminé par des ruptures et des guerres. Nous, les intérêts, on a les mêmes intérêts. Mais dire que les moyens, nos voix ne sont pas pareilles. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le cadre du PS et de la vision du PS. Le fond est identique. On a le même fond. C'est la route qu'on prend qui est divergente. Parce que nos ressources ne sont pas pareilles qu'aux autres ressources. Alors, donc, les ressources ne sont pas pareilles. Et pourtant,
on crée des entités régionales et sous-régionales, l'UMOA avec 8 États, la CEDEAO, 17 États, CIMAC de l'autre côté. Et jusqu'à présent, c'est des difficultés pour mutualiser les politiques de développement. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces instruments? Vous savez, quand un enfant il pleure, la maman arrive, elle lui donne une sucette. Il mange la sucette, il est heureux, il se tait. Tous ces noms grandiloquents, comment est-ce qu'ils ont été créés, pourquoi ils ont été créés et comment les appliquer? Voilà le problème. Vous pensez que moi, Sénégalais, avec mes ressources, je peux m'allier avec le Nigeria là-bas? Il fait 200 millions d'habitants. Mais ce n'est pas seulement une question de 200 millions. Son économie. Ils sont en avance sur nous. Nous, nos marchés, où ils sont? Nous, le Sénégal, son marché naturel, il est où? Au nord, j'ai la Mauritanie, c'est moins cher que chez moi. Au sud, qui c'est que j'ai? Guinée-Conakry. Ils achètent à Abidjan, c'est moins cher que chez moi. Guinée-Bissau, Guinée-Banjul, ils achètent là-bas maintenant. Et maintenant, il y a pire aussi, parce qu'ils sont en train de vont terminer le port de Conakry. Et le port de Conakry, il y a une ligne de chemin de fer qui fait Conakry-Bamako. Donc le fret que je profitais ici au Sénégal, il va passer là-bas. Comment est-ce qu'on va s'allier? Le problème, moi je pense que la zone la plus intéressante, c'était l'UMOA. Nous avons l'UMOA et le CEDAC de l'autre côté. Ces deux zones de la zone française. Ça, il peut y avoir des regroupements par groupe de 7-8 personnes, de 7-8 États, qui puissent avoir à peu près la même topologie, les mêmes ressources, qui se développent. Et après, quand la satisfaction des besoins primaires sont là, quand tout le reste est là, on peut commencer à faire une fusion avec d'autres entités, mais à condition. Comment moi, M. Sow, Sénégal, je veux m'associer dans une union avec, je sais pas, Zaïre ou Nigeria. On n'a pas les mêmes lois, on n'a pas le même SMIC, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas le code des impôts, on n'a rien de commun. Mais comment moi je vais produire quelque chose chez moi, payer le fret pour te vendre chez toi, toi tu es moins cher que moi parce que ta manœuvre elle est moins chère. Les coûts de facteurs sont plus chers, ton électricité elle est moins chère, tout est moins cher. Comment je fais moi? Mais on n'a qu'à prendre le code des investissements du Sénégal. On n'a qu'à comparer ça au code Abidjan, au code Mauritanie. On va regarder tout de suite, on se gargarise de code. Ben, c'est des histoires. Combien je paye mon électricité ici? C'est le seul pays au monde. Plus tu consommes, plus on te tape. Dans les autres pays, plus tu consommes, plus ça descend. Comment on parle de l'industrie? C'est le grand leitmotiv, industrialisation industrielle. Mais on industrialise quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on parle d'industrie au Sénégal? On amène des matières premières qu'on transforme. Voilà ce qui se passe. Regardez aujourd'hui comment je suis habillé, comment vous êtes habillé. 90% c'est des produits importés, comme on ne parle pas d'industrialisation. Regardez, l'autre jour, j'assistais à un débat sur une entité dont je ne tairai pas le nom. Il parlait industrie, Mais l'industrie profite à quoi d'abord? Ces histoires de matière là qu'on rafistole, qu'on transforme. Elle profite à qui? Le problème fondamental, on n'a pas mis les politiques idoines dans ce pays. Un point, c'est tout. La base, elle est agraire. Et maintenant, le plan agraire, il définit quoi? Qu'est-ce que nous allons cultiver? Nous allons cultiver de l'arachide, attendre l'eau de pluie qui arrive une fois par an. Non, mais qu'on arrête de raconter des histoires aux gens. Voilà. Il faudrait qu'on revisite le code des investissements. Qu'est-ce qu'on donne aux étrangers pour qu'ils amènent leur argent ici et investissent? C'est le premier plan. Et le deuxième plan, qu'est-ce qu'on va cultiver? Parce que l'industrie, c'est un support. Elle ne peut pas résorber le chômage qu'il y a chez nous. C'est impossible. Il faut que les gens le sachent. La seule chose qui peut résorber le chômage et élever le niveau de vie, c'est l'agriculture. Mais une agriculture orientée, où les gens sont responsables, où on suit les gens. On a eu le NEPAD, on a eu, mais il n'y a pas eu ce qui devait être mis en place, ça n'a pas été mis en place. C'est pas, vous savez, on a tendance toujours, comme Wad par exemple, que j'aime beaucoup, c'est mon grand frère, je l'admire et tout. Mais l'erreur où on il a donné 1000 tracteurs cadeaux. Les 1000 tracteurs, ils sont en brousse, en panne. Hein.
Mais si on te donne quelque chose, et tu n'es pas conscient de ton outil de travail, et tu ne fais pas attention, tu ne le laisses pas, tu ne le laisses pas payer. Donc c'est une autre forme d'aide aux populations. Si les populations ne sont pas impliquées dans les plans de développement, ils ne feront rien du tout. Vous avez soulevé une question très importante, c'est l'absence d'harmonisation des codes d'investissement des pays constitutifs de l'UMOA ou de la CEDEAO. Et pourtant, les gens qui viennent nous exploiter, ils n'ont pas harmonisé le code d'investissement. La France, la Belgique, la Chine, l'Union soviétique, chacun de ces pays a son code d'investissement. Mais quand ils viennent ici, ils profitent des failles de nos code d'investissement pour s'accaparer des marchés. Est-ce que c'est compréhensible? Moi, je ne suis pas venu dans le terrain. C'est vous qui m'avez amené dans ce terrain-là. Maintenant, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. D'abord, on a en face de nous quoi? On a des entités. Ce n'est pas un État, c'est des entités. On a l'Europe, on ne parle pas de la France, c'est l'Europe. De l'autre côté, on a les États-Unis qui est un continent. On a la Chine aujourd'hui qui est en train de devenir l'industrie du monde entier, c'est la Chine. On a l'Union soviétique qui a modernisé son agriculture. Elle est au top du top du top. Actuellement, la Chine est le pays qui le produit le plus en agriculture. Mais ces gens, quand ils viennent chez nous, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin des choses qu'eux n'ont pas chez eux, premièrement. Mais deuxièmement, mais comment l'Europe s'est construite? Voilà le vrai débat. Comment les États-Unis se sont faits? Hein? Les États-Unis ont fait une guerre. La guerre de sécession, c'était quoi? Ils ont fait une guerre, ils ont tapé les gens, ils ont instauré l'État. En Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que l'Europe est venue peut-être 200 ans plus tard. Ils ont eu un développement basé, non pas sur leurs ressources, mais basé sur le pillage des colonies. Il faut dire la vérité. Mais l'Europe, aujourd'hui, quand elle s'est mise en fusion, elle ne l'a pas fait en un jour, en 2 jours, en 3 jours. Ça a été une fusion progressive, ainsi de suite. Et une harmonisation, si vous prenez aujourd'hui, normalement, tu veux rentrer en Europe, le pays qui veut rentrer en Europe, il doit avoir un taux de déficit de 3%. Et quel est le pays africain qui a 3% de déficit? Ben, qu'on ne se leurre pas. Vous savez, l'intention, elle est louable. On a toujours, nous, tiers-monde, et particulièrement africains, on a oublié la rationalité et le pragmatisme des anciens. Nous, on est toujours dans l'affect. On est dans le cœur, dans l'affect. Mais ça ne nourrit pas, ça ne développe pas. Et le grand malheur qu'on a eu, et je ne le répéterai jamais assez, ce sont les intellectuels qui ont pris le pouvoir après les indépendances. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous prenez aujourd'hui le plan de développement du Sénégal. C'est un copier-coller depuis 60 ans. On n'a pas exploré des voies autres, qui ne soient pas des voies idéologiques, à gauche, centristes, libéraux. Aujourd'hui, il n'y a plus de communisme, il n'y a plus de centrisme, il n'y a plus de libéral. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est ce qui est la réponse à votre question, M. Sow, c'est la loi du marché. La loi du marché. C'est une autre espèce de colonisation qui se fait à travers les bourses. Un point, c'est tout. Et l'Afrique ne se fera pas tant qu'on n'aura pas mis certaines choses dans la tête. Qu'on ne marche pas avec de l'affect. On marche avec des réalités parce que c'est des millions d'individus qui seront lésés comme ils ont été lésés depuis les indépendances jusqu'à présent. Il faudrait qu'on soit réaliste. Mais je m'associe à qui? Vous avez parlé tout à l'heure de 3 entités. Là, si on rentre dans l'entité de Zeleka et ça, qu'est-ce qui va se passer? On a un hub, c'est le Maroc. Un deuxième hub, c'est la Côte d'Ivoire. Un troisième hub, c'est qui? C'est Nigeria, le pôle Nigeria, Afrique du Sud. Mais moi, qu'est-ce que je viens faire dedans? Qu'est-ce que je viens faire dedans? Pourquoi je vais rentrer dedans? Je rentre dedans parce que oui, Africa, ou je rentre dedans pour élever le niveau de vie de ma population. Voilà le problème qui se pose. Qu'est-ce que je viens faire dedans? On n'a qu'à rester sur notre zone UMOA, la développer avec une nouvelle mentalité, une nouvelle vision. Et je pense que dans 5 ans, dans 10 ans peut-être, je ne sais pas, on peut à ce moment se rapprocher d'autres zones. Mais aujourd'hui, si je rentre dans une zone, on va me manger. Qu'est-ce que je fabrique chez moi? Je fabrique rien chez moi. Nous rappelons que vous êtes dans l'émission Le Temps de Convaincre, en duplex avec la parole au leader. Monsieur Fares Etier est notre invité. Monsieur Fares Etier, on galvanise beaucoup un terme en Afrique, l'émergence. Pouvez-vous nous décortiquer? Oui, c'est un très beau mot, l'émergence. Mais j'émerge d'où et je vais où? La problématique, elle est là. Qu'est-ce qui émerge?
Quand je suis c'est Eisenhower qui disait que l'ouvrier des mines de charbon en Allemagne, quand il était au fond du puits à 1500 mètres ou 2000 mètres en bas pour extraire le charbon, il était communiste. Quand il monte dans l'ascenseur, il est socialiste. Quand il sort, il a émergé, il est capitaliste. C'est cette émergence-là, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Une émergence vers un bien-être, une satisfaction des besoins primaires, que les jeunes aujourd'hui qui sortent aient une espérance qui peut être réalisée, qui sortent des universités. Regardez aujourd'hui, quelle adéquation il y a entre l'université et le monde du travail? Aucune adéquation. On a 3000 gars qui sortent de la fac de droit, 5000 gars qui sortent de la sociologie. On n'a pas besoin de ça. Il faudrait que le gouvernement, sincèrement, cette bureaucratie dormante, oppressante, elle est oppressante. Nous avons une démocratie oppressante, qu'elle se mette au service des populations. Par des plans pensés, réfléchis, où les individus à la base s'identifient. Je peux parler émergence 105 ans, je peux parler infrastructure, je peux. Mais est-ce que les populations s'identifient à cela? Nous avons des zones où il n'y a pas encore d'eau. Comment on peut parler d'émergence? C'est vrai, c'est le gros problème, c'est le pôle de Dakar-Diamniadio qui va vers l'émergence. Mais nous avons des zones beaucoup plus adéquates à cette émergence-là. Enfin, je pense que, sincèrement, vous allez dans tous les pays de la zone, là, on parle d'émergence. Bon, Inch'Allah. Inch'Allah, mais... Sur ce, M. Achier, selon vous, comment fixer nos intelligences humaines en Afrique tout en se ouvrant à l'extérieur, surtout ici au Sénégal? D'abord, vous faites une erreur dialectique. Excusez-moi, en parlant de fixer, on ne peut pas fixer l'intelligence humaine. L'intelligence, on ne peut pas la fixer. On doit ouvrir des boulevards à la création. Il faudrait que le privé, l'individu puisse pouvoir exécuter ce que sa pensée lui donne. On ne peut pas, justement, le fascisme politique est venu de là parce qu'on va fixer l'individu dans une ligne. On ne peut pas le fixer. C'est là où je dis qu'il faudrait que les individus à la base s'identifient au plan de développement. Et à ce moment-là, je sais que dans notre pays, nous avons beaucoup de gens. Regardez notre artisanat. Malgré les affaires diminuées, on te crée des choses inimaginables. Donc il faudrait que en bas, ce qu'on appelle en bas et en haut, hein, moi j'inverse, je dis c'est plutôt en bas parce que je pense que c'est les masses laborieuses mettent en pratique les ressources, la manière d'obtenir des ressources et de pouvoir subvenir aux besoins et de leur famille. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a 33% du budget national qui est consacré à l'éducation. Donc combien d'intellectuels et de cadres on a sorti sur le marché? Il faudrait mettre en place des structures où ces gens puissent s'épanouir, puissent créer, aboutir à la réalisation de la création. La création, elle est comment? Elle est d'abord psychologique, c'est intellectuel, et après elle est matérialisée. Aujourd'hui, vous avez vu l'oppression qu'il y a de l'administration sur les privés, la fiscalité, les ceci, les cela, mais personne. On n'a qu'à faire un rapport, on regarde vraiment combien de petites industries ont été créées au Sénégal depuis 5 ans. Pour revenir encore sur cette question qui est la gestion de la variable population, c'est les émigrés. Oui, il y a beaucoup de gens, de jeunes qui rêvent de quitter l'Afrique, alors qu'il y a beaucoup de choses pour les fixer en Afrique. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution en tant qu'homme politique? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, de la journée mondiale de l'Afrique. Notre communauté, nous, elle est issue de la communauté d'origine libanaise, elle est issue d'immigration. Vous pensez que nos parents ou nos grands-parents, quand ils sont venus en Afrique, mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus? J'ai posé des questions parfois. Pourquoi ils sont venus en Afrique? D'abord, comment ils ont fait? On les a amenés en Afrique pour servir d'intermédiaire entre les populations locales et les grands comptoirs de distribution français. Mais vous pensez que ces gens-là, s'ils étaient bien chez eux, ils seraient revenus en Afrique? Ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas les moyens de développement. C'est la même chose que nos jeunes aujourd'hui qui vont en Europe. Parce qu'en Europe, rien que le fait qu'il met son pied dans une pirogue, il a une espérance. Mais c'est ce que j'avais dit une fois. J'avais dit que le migrant américain qui est venu aux États-Unis il y a 200 ans, il avait une espérance d'aboutir de créer quelque chose. Le migrant libanais d'origine qui est venu en Afrique, il avait une espérance. Mais les gosses qui montent dans les pirogues, ils ont une espérance. Ils ont une espérance qu'ils ne peuvent pas satisfaire localement. C'est là où j'ai dit qu'il faut mettre en place les infrastructures. Parce que regardez, Macky Sall a donné 1000 milliards de dollars
ou de franc CFA, franc CFA, avec l'histoire du Covid. Il y a eu un débat, j'ai dit, mais on n'a qu'à regarder ces 1000 milliards, est-ce qu'ils sont arrivés en bas? Voilà le problème. J'ai dit qu'au Sénégal, on ouvre des boulevards et au bout du boulevard, il y a quelqu'un qui a une massue qui vous tape avec la massue. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait qu'on n'ait plus la capacité d'interpréter une loi. Il faut que la loi soit explicite. Regardez, vous prenez un gars, il sort de Fongelimi, niveau d'études zéro. Il vient à Dakar, il commet quelque chose, un truc, je ne sais pas, il fait un truc. Il va au tribunal, on lui dit, je ne sais pas. Le magistrat lui dit, mais nul n'est censé ignorer la loi. Mais où il la connaît, la loi, le gars là? Hein? Nous avons eu aujourd'hui, au Sénégal, depuis nos indépendances, une volonté politique qui a pensé que l'indépendance allait, par l'opération du Saint-Esprit, donner l'émergence à nos populations. Mais attention, il y a eu deux blocs. Il y a eu le bloc des capitales ou des grandes villes qui ont produit des intellectuels, et vous avez toute la campagne qui n'a rien produit. Et il y a une différence entre les deux entités. Chers internautes et téléspectateurs de Boulou TV, l'émission tire à sa fin. De surcroît, je vais demander à M. Fahez, c'est quoi votre dernier mot ou bien votre mot de la fin? Bon, peut-être avant même cela, il a taquiné, puisque lui, il bondit d'un thème à l'autre, et on ne saurait terminer sans parler justement une fois de plus de l'économie, avec une économie, comme vous avez dit, extravertie, tirée vers l'extérieur, une croissance qui ne profite pas aux populations. Comment rétablir les fondements? D'abord, sincèrement, il faut donner de la liberté aux opérateurs économiques. Quand l'État il dit qu'il parle avec le secteur privé, il parle avec le gros bourgeois, les gros capitalistes, qui ont des grosses entités ici. Mais est-ce qu'on regarde en bas, le menuisier, le ferrailleur, et ainsi de suite, quels sont les coûts des facteurs qu'il a? Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, il ne faudrait pas que les fonctionnaires puissent s'accaparer de l'outil du développement. L'outil du développement doit être accaparé par les gens du développement, c'est-à-dire les populations. Et vous vous heurtez, regardez, je vous donne un paramètre tout à fait très simple. Vous ouvrez votre télévision, vous regardez dans les télévisions, qu'est-ce que vous voyez comme pub? Hein? Les grosses boîtes? Vous voyez une pub d'une petite boîte? Rien, parce que pub, les gens vous tombent dessus. C'est les lois parricides, parce que j'estime que l'État est le père et nous sommes les enfants de l'État. C'est les lois parricides qu'il faut enlever. Il faut donner aux populations la possibilité de créer, de faire. C'est pas en disant on peut créer des GIE. Oui, tu peux créer 10 000. Si vous voulez, moi demain matin, on crée 10 000 GIE. Mais est-ce que ces 10 000 GIE, qu'est-ce qu'elle va produire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà le problème. C'est facile. Vous avez le code des investissements. Prenez le code des investissements. Mais vous allez dire, mais ils sont fous ici ou bien quoi? On n'attire pas les investisseurs. On n'a qu'à faire du blablabla. On n'attire pas les investisseurs. Mais je suis un investisseur. Je sais de quoi je vous parle. Et j'aurais bien aimé même parler avec un gars du code des investissements. Et c'est très bien. Bon, d'ailleurs, à propos, nous avons assisté récemment à une ruée vers l'Europe, non pas des émigrés, mais des chefs d'État. Des chefs d'État africains qui ont été au sommet de Paris pour la relance des investissements en Afrique. Eh bien, quelle résilience il faut développer post-Covid? Est-ce que c'est à partir de Paris qu'il faut le régler ou bien c'est à partir de l'Afrique parce qu'on parle de la journée mondiale de l'Afrique? Mais les Africains, les chefs d'État qui sont passés ou les hommes d'affaires, quand ils volent leur argent, ils le mettent où? Ben non, vous le savez aussi bien que moi. Ils le mettent en Europe, dans les paradis fiscaux. Hein? On est fauchés. Quand on veut faire des plans de développement, on le fait avec qui? Avec les Européens ou les capitalistes. Mais le problème fondamental, c'est quoi? Le problème fondamental, c'est comment je négocie mes accords. Comment j'ouvre la porte, mais comment je ferme la porte. Si on me ferme la porte, comment je dois sortir? Voilà le vrai problème. Le problème, il est là. Aujourd'hui, qui détient l'argent? C'est le marché. La bourse. Qui détient le marché et la bourse? C'est les capitalistes. Si on peut appeler ça capitalisme, parce qu'aujourd'hui, même le capitalisme était encore plus léger que les néolibéraux.
Ah, donc c'est celui qui a de l'argent qui impose des conditions. On a qu'à, tu sais, vous savez, excusez-moi, je suis quelqu'un de très direct parce que ça engage nos populations, ça engage l'avenir de mes enfants, de vos enfants, de nos petits-enfants. Qu'on arrête de leurrer les gens avec oui, Africa, Africa, Africa. Qu'on arrête. Qu'on arrête, qu'on sorte les plans de développement, que les gens travaillent. Aujourd'hui, la chose la plus symptomatique, c'est quoi? C'est la migration. Combien de gosses meurent en mer à cause de quoi? Africa, Africa. Ça suffit. Ça suffit. On n'a qu'à mettre des politiques que les gosses restent ici. Ils savent que dans leur pays, ils peuvent faire. Et on peut faire. Moi, je vous le dis, on peut faire. Mais qu'on arrête de nous tartiner que des cadres, HEC, nous donne ce que tu veux. Avec costume, cravate, ils font des plans. Mais tu crois que moi, un gars qui sort de HEC, qui est directeur de ça, il peut faire mon bonheur? Est-ce qu'il peut faire votre bonheur? Le bonheur, c'est chacun. Le bonheur, c'est toi, c'est ton espérance, c'est ta vie. Et tu crois que ce gars-là, il va venir te dire, voilà, Atié, ton bonheur, tu dois passer par là, tu dois passer par là. Mais qu'on arrête ces conneries, qu'on soit plus pragmatique, plus réaliste. Nous avons un pays, nous avons plusieurs zones climatiques, nous avons de l'énergie à travers nos cadres. Je pense que nous sommes en Afrique un des pays où, si on regarde en proportion, nous avons des gens très développés intellectuellement, nous avons un savoir sans se gargariser. Pourquoi tous nos cadres ne sont pas au Sénégal? Est-ce que vous pensez, vous ne savez pas qu'en Suisse, il y a une association des médecins sénégalais? Les cadres, ils sont dehors. Le directeur adjoint de la compagnie d'électricité du Canada, c'est un Sénégalais. Un des plus grands banquiers adjoints, c'est un gamin sénégalais qu'un ami a rencontré aux États-Unis dans une banque, la Morgan Bank, je ne sais pas qui. Il avait 27 ans, c'est le patron du crédit, il gère des milliards de dollars. Mais qu'on arrête de nous autoculpabiliser, qu'on arrête de nous dire qu'on est con, qu'on ne sait pas faire. Le capital, c'est obligé, on doit s'allier au capital. Mais comment s'allier au capital? L'étranger. Mais l'étranger, s'il retire ses billes, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à regarder ce qui intéresse notre pays. Le reste là-bas, là, c'est pas mon problème. Franchement, quand je pourrais m'asseoir à la table pour manger, je m'assierai. Mais en attendant, je développe les ressources idoines de mon pays pour que les gens puissent s'asseoir à table. Le système financier aujourd'hui, il est comme ça. C'est la finance. Je ne suis pas d'accord avec le système, mais c'est la contrainte, c'est le rapport de force financier. Qu'est-ce que je fais? Il a le pognon, j'ai pas de pognon, j'ai la matière. Bon, viens, on discute. Mais chaque fois, je vais insulter. Mais attention. Pour revenir sur la question qui est très importante, vous avez abordé la question de la politique de crédit, qui corrélativement avec la question monétaire. C'est des grands sujets qu'il ne faut pas évoquer parce que c'est l'Afrique qui a besoin aujourd'hui de parler d'une seule voix, de s'imposer sur le plan mondial, avec ces énormes réserves. Moi, on a évoqué le cas du cobalt, de l'or, où nous avons près de 40% des réserves d'or du monde. Pourquoi ne pas constituer, sur la base de ce potentiel-là, une banque qui va gérer le truc en étant ouvert aux autres? C'est cette question de corrélation entre nos intérêts, les intérêts particuliers de l'Afrique et les intérêts mondiaux. C'est là où il y a un problème d'élite, de leadership. Ce n'est pas un patriotisme fou, un patriotisme déraisonnable, où le peut vivre Kadhafi, vous voyez le sort de Kadhafi. Il a été liquidé, il avait pourtant d'importants programmes de développement. Mais comment il a fini? Et qui l'a soutenu? Et pourtant, c'est des gens, des Africains, qui étaient avec lui, qui l'ont aidé. Vous n'amenez que de l'eau à mon moulin. Et bien qui l'ont sacrifié. Vous n'amenez que de l'eau à mon moulin. Où est Kwame Nkrumah, Lumumba, tous ces grands, Nasser, tous ces gens-là, où ils sont? Il faut que je vous taquine pour... Mais où ils sont? Non, il faut dire la vérité. Vous savez, la vérité, elle n'est pas bonne à dire parfois, parce qu'on va vous mettre, Atié, il est marxiste, il est ça. Mais c'est la vérité. Moi, je m'occupe de chez moi. Ce qu'il y a ailleurs, là, ce n'est pas mon problème pour l'instant. Moi, j'ai mes enfants, je dois nourrir mes enfants. Et le chef de l'État, c'est le père de la nation. L'État doit regarder comment je vais nourrir mes enfants. Comment mes enfants ne vont plus aller à l'étranger, mettre dans des pirogues, se tuer, et des centaines de mères pleurent les enfants. Voilà le problème. Aujourd'hui, c'est parce que ça, je vous ai dit, en Afrique, on est encore dans la politique de l'angélisme. Il n'y a pas d'angélisme dans le business. Le business, quand vous négociez, c'est quand vous avez un pistolet, il a un pistolet. C'est là où vous négociez. Un point, c'est tout. Ils ne vont pas te faire de cadeau, tu ne vas pas faire le cadeau. Et bien au contraire, tu n'as pas à faire de cadeau, tu n'as pas à tendre la main parce que c'est toi qui as la richesse.
Lui, il vient exploiter ta richesse. Que tu ne peux pas exploiter à ce moment-là, tu regardes comment tu fais avec lui, tu négocies avec lui. Il y a des gens qui peuvent négocier, mais dans l'intérêt du pays. Voilà ce que j'ai dit, dans l'intérêt du pays. Un point, c'est tout. C'est pas autre chose. Le mot de la fin. Non, c'est pas le mot de la fin parce que vous avez touché à un sujet qui est vraiment capital. On veut toujours faire de l'angélisme. Hein. L'angélisme, c'est pas dépassé, que les gens m'excusent. Aujourd'hui, on a des rapports de force en matière financière. Aujourd'hui, la colonisation qu'il y avait à l'époque armée, elle n'existe plus. C'est une autre forme de colonisation qui est la loi du marché. La loi du marché impose. La cotation boursière impose le prix de l'or, le prix du riz. Regardez la dernière fois. C'est passé inaperçu parce que les gens n'en ont pas parlé. Le prix du blé. Le prix du blé, il y a une récolte catastrophique dans le monde. La Chine étant avertie, elle a ramassé tout le blé dans le monde. Maintenant, ils ont demandé aux Chinois, même les Américains, vendez du blé, ils disent on ne vend pas. La Russie qui a fait une super production, elle a dit on ne vend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la cotation boursière, le blé est monté. Mais le blé, c'est notre aliment de base. La farine, le pain, c'est notre aliment de base. Si on avait augmenté le prix par rapport à ce qui a augmenté, il y aurait eu une manifestation et des histoires à Dakar. On va dire le gouvernement est voleur, les gens c'est des voleurs. Macky Sall a été obligé d'enlever 10% de la TVA sur le blé pour que le prix du blé ne monte pas. D'où l'importance du consommateur local. Les chaînes de valeur, les substitutions. Par exemple, l'Europe a utilisé la pomme de terre. Attendez. A tiré de la farine de pomme de terre pour enrichir son pain, etc., face au déficit du blé. Nous avons le mil, nous avons le sorgho. Le riz. Alors, Ah non, je ne mange pas ce riz, c'est riz sénégal. Je ne mange pas riz parfumé, je ne mange pas riz. Mais arrêtez qu'on arrête quoi. Vraiment. C'est pas, vous voyez la démocratie en matière économique, c'est pas de dire je n'importe plus du riz. Non. Je mets les conditions adéquates pour que dans cette chaîne de valeur qu'il y a, que le consommateur puisse avoir le choix de choisir du riz local ou du riz importé. Et dans toute chose, moi je produis du riz, je mets une petite taxation supplémentaire sur le riz importé, ce qui fait que je me permets aux cultivateurs de cultiver et de vendre son riz par rapport au riz étranger. Et tout produit fabriqué au Sénégal, je mets une surtaxe de 20% dessus par rapport aux produits importés. Maintenant, celui qui a de l'argent, il peut acheter ça. Celui qui a moins d'argent, il peut acheter ça. Et c'est là où je dis que le véritable développement, ce n'est pas l'industrie chez nous pour l'instant. Parce qu'on a des années-lumière à rattraper. Le véritable développement, c'est l'agriculture avec des orientations nouvelles, l'énergie hydraulique et le chemin de fer. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine a contourné le fret maritime. À partir de Shanghai, les marchandises arrivent par voie ferrée chinoise jusqu'en Europe. Et aujourd'hui, elle met 15 jours. Et ils ont dit que dans leur échelle, c'est 3 jours. Ils vont arriver à 3 jours. Aujourd'hui, la Chine a fait dans l'Afrique anglophone des zones de chemin de fer inimaginables, Kenya, Tanzanie et tout ça, qui vont jusqu'à la mer. Et ils ont créé un hub industriel qui est en Éthiopie. Comment tu vas combattre ça? Voilà le problème. L'économie, c'est pas dire ça, c'est un combat. C'est tu es le général et les troupes sont derrière toi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a en Mauritanie? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je prends acte de ce que j'ai actuellement et je l'améliore, mais je rentre dans d'autres voies. Mais s'asseoir, parler émergence, la preuve, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu dans l'affaire Sonko, on a eu des frustrations. C'est pas Sonko qui est sorti. Une partie de ces troupes étaient là-bas. Mais l'ensemble, c'est quoi? C'est tous ces jeunes qui n'ont plus d'espérance, qui sont descendus dans la rue. C'est pas autre chose. Merci, Président Akié. Nous allons, parce qu'il y a une partie en Wolof qui était prévue. Ouais, Pour résumer, parce que je ne vous manque là, je l'ai Afrique là. Bon, nous vous demandons tout d'abord pour cette première partie de tirer, de dire votre mot de la fin. Et puis on va relancer avec d'autres journalistes en Wolof. Non, en français, je reviens à ce que je dis toujours. Ne fait que celui qui a intérêt à faire. Si on n'a pas intérêt à faire, on ne le fait pas. Et il faudrait que cette politique-là se fasse chez nous, en matière économique. On n'a qu'à libéraliser 2000 partis politiques. On n'a qu'à, soi-disant, une espèce de démocratie. Mais l'économie obéit à des règles. D'abord, des règles de sécurité, des règles de justice et de droit. L'économie obéit à ça. On ne peut pas s'amuser continuellement avec ça, c'est-à-dire, j'ai pensé, non, il faudrait que ça s'arrête, c'est un bourguignon, là, ça s'arrête. Et il faudra remettre des plans
de développement attractif. Il faudra remettre sur le marché le code des investissements attractifs pour que les gens voient. Vous allez à Abidjan, vous voulez installer une usine à Abidjan, installer la même usine à Dakar. Mais Abidjan, vous la réalisez 10 fois plus vite. C'est tout. Il faudrait que d'abord ce barrage de la bureaucratie dominante ici éclate et qu'on libère les énergies. Merci beaucoup, M. Aché Farès. Nous vous remercions de votre aimable disponibilité. Chers internautes et téléspectateurs de Ceeblou TV, merci à vous aussi. Nous vous donnons rendez-vous un autre jour sur un autre numéro de votre émission Temps de convaincre. Vous pouvez toujours continuer de nous suivre sur nos plateformes Ceeblou Télé, Ceeblou Radio et Ceeblou TV, qui est notre chaîne YouTube. Merci à vous.